puis il y a la problématique Macron, qui est quand même un quinquennat ultra répressif. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu un quinquennat aussi répressif. On a eu quand même la pérennisation de l'état d'urgence avec l'inscription de dispositifs d'agence en droit commun, les violences policières. Ça a été fait très rapidement. Très rapidement, mais c'était dans les tuyaux en fait. Il fallait en finir avec l'état d'urgence quand il est arrivé. Au lieu de le finir, il l'a pérennisé dans le droit commun. Les violences policières inouïes contre les gilets jaunes, la loi anti-casseurs. Il fait une loi contre l'université pour détruire l'université. Il voulait un amendement dedans pour criminaliser les contestations étudiantes. Ça n'est pas passé cet amendement-là, mais enfin, on n'est pas à l'abri que ça repasse par ailleurs, dans la loi sécurité globale ou séparatisme, pourquoi pas. Et maintenant, la loi séparatisme, la loi sécurité globale, on se demande quand est-ce que ça va s'arrêter. C'est quand même plus qu'un tournant autoritaire. On est dans de l'ultra-répressif. Plus les décrets sur les fichages. Et en plus, ils l'affichent, ils sont très fiers de ça. Donc c'est quand même vraiment extrêmement inquiétant et ça va toujours dans le même sens, c'est-à-dire réprimer les contestations politiques, étouffer l'opposition, museler les associations, enfin museler tout ce qui peut permettre justement la participation citoyenne, la démocratie, etc. Alors qu'ils en appellent à la participation dans le domaine sécuritaire, ils veulent empêcher la participation politique. Il y a un lien entre les deux, évidemment. En quoi la période Covid a-t-elle favorisé l'avancée de cette société de vigilance que vous décrivez ? En fait, elle la prolonge. Elle la prolonge et en fait, elle ne fait que lui donner un autre exemple ou un autre support ou un autre domaine d'action. Par exemple, on nous a à la fois demandé de nous surveiller les uns les autres, voire dans certains pays, de se dénoncer mutuellement. Il y a des plateformes de délation de voisins qui ne respectent pas le confinement, c'est ça ? Oui. En Italie, certaines villes italiennes ont fait le choix de développer des applications téléphoniques pour que les Italiennes et les Italiens dénoncent leurs voisins ou les personnes qui ne respectaient pas le confinement. C'est le cas aussi en Angleterre. Donc c'est une extension, un autre domaine. Et puis, en réalité, on voit très bien comment, là encore, cette idée, cette start-up nation de la sécurité s'est appliquée au Covid. Nous sommes responsables de notre propre sécurité. Il y a une forme de responsabilisation citoyenne dans le domaine sécuritaire qui est le propre de la société de vigilance et qu'on a très bien vu depuis la période Covid, depuis la pandémie Covid. Si on a été confiné, c'est pas la faute du gouvernement, c'est notre faute, parce qu'on n'a pas respecté les gestes barrières. L'effet apéro, l'effet galette des rois, l'effet certainement Saint-Valentin, bientôt, c'est toujours notre faute. Et ça, c'est la marque de la société de vigilance, mais c'est aussi la marque des sociétés néolibérales, où chacun est responsable de sa propre sécurité, et donc l'État n'est plus responsable. On nous responsabilise sans cesse. Ce qui veut dire que, deux choses, premièrement, en nous culpabilisant, en nous infantilisant et en nous imputant des défaillances de l'État, des gouvernements, des pouvoirs publics, et de l'autre, on déresponsabilise l'État. Il avait dit la chose suivante, une société de vigilance, voilà ce qu'il nous revient de bâtir. Est-ce qu'il y a un avant et un après Macron dans ce domaine-là aussi ? C'est très compliqué de dire ça. Je pense que l'événement rupture, il est mondialement les attentats du 11 septembre 2001, où à partir de là, on va considérer que les services de renseignement ne sont pas capables tout seuls de récolter une foule d'informations par le bas. Et donc, dès l'année suivante, vous avez le ministre de la Justice américain qui va penser à un corps fédéral d'informateurs, des postiers, des chauffeurs de bus, etc., pour surveiller autrui. Donc, au niveau mondial, les événements du 11 septembre, ils font prendre conscience qu'on a besoin des yeux et des oreilles de la population, qu'on a besoin des citoyens pour dénoncer, pour se surveiller mutuellement. Et en France, je dirais que c'est quand même les attentats du Bataclan en 2015, puisque déjà il y avait des appels à signaler. François Hollande avait mis en place la garde nationale pour que des citoyennes, des citoyennes ordinaires s'engagent pour la sécurité nationale. Donc je dirais que 2015 est un point de rupture, mais en fait avec Emmanuel Macron, on voit que comme il est dans une stratégie ultra répressive, ces injonctions sécuritaires, ces appels à se comporter comme la police, à être à côté de la police, restaurer ce lien police-population, qui est au cœur là, de débats en ce moment sur la sécurité, à mon avis, ça prend une autre forme encore sous Emmanuel Macron, d'autant plus que le néolibéralisme joue sur cet enrôlement de la société, puisque le néolibéralisme, c'est chacune et chacun, on est des entrepreneurs de nous-mêmes, même dans le domaine de la sécurité. Et en fait, c'est la start-up nation de la sécurité. Ce qui est absolument terrible, c'est que toutes les lois antiterroristes qui sont passées, et ça vous le savez bien, c'est votre principal sujet d'étude, notamment après 2015, sont exploitées après contre les opposants politiques
Ça a été valable contre les militants écologistes. Oui. Et puis contre les Gilets jaunes Évidemment. et tous les autres. Mais ça, c'est évidemment le cas depuis 2015, où on a vu effectivement que l'état d'urgence, 3 semaines après, c'était des militants écologistes qui étaient assignés à résidence, alors que l'assignation à résidence avait été prévue pour des terroristes ultra dangereux. C'est le cas de la loi renseignement, qui avait été prise juste après, étendant les pouvoirs des services de renseignement, et qui s'est appliquée notamment de manière très très féroce sur les militants de Bure. Mais on a énormément d'exemples dans l'histoire où des lois sécuritaires ou des dispositifs antiterroristes se sont très vite retournés contre d'autres cibles. Le tribunal d'exception dont je vous parlais tout à l'heure du général de Gaulle, qui a été créé en 63 pour juger l'extrême droite, l'OAS, s'est tout de suite retourné ensuite contre l'extrême gauche. Puis les nationalistes corses, basques, bretons, la loi séparatisme, on ne sait pas véritablement qui elle vise, mais on voit à peu près que c'est l'islam qui est visé, les musulmanes et les musulmans, mais on sait très bien aussi que ça va tout de suite toucher derrière les associations, et notamment les associations militantes, des associations politiques. Donc ça, c'est tout à fait classique. Il y a toujours une forme de ciblage, malgré tout avec des termes de loi suffisamment flous pour pouvoir toucher d'autres individus. On sait que Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, s'était vanté, après la mort de Samuel Paty, d'avoir profité de l'occasion pour faire passer des messages. Effectivement, ce propos-là, il est très grave parce qu'il sous-entend que les personnes qui ont été perquisitionnées, qui ont été placées en garde à vue parfois, qui ont été inquiétées, en réalité, n'avaient strictement rien à voir avec ces événements-là et parfois n'étaient même pas des personnes radicalisées. C'est des personnes qui sont plus ou moins sous surveillance pour différentes raisons. Mais c'est un propos étonnant. Hors la loi, finalement. C'est un propos étonnant, mais qui ne fait que refléter la réalité. Il dit ce qui se fait depuis très longtemps. Ça fait depuis au moins les années 90 en France, mais ailleurs, que la police procède par coup de filet, par coup de pied dans la fourmilière, c'est-à-dire arrêter le plus grand nombre de suspects possible pour arrêter un présumé coupable. Là, c'est encore autre chose. C'est-à-dire qu'on va perquisitionner, arrêter, inquiéter des individus dont on sait qu'ils n'ont rien à voir. C'est ce qui s'est passé aussi après les attentats du Bataclan, où on sait que la police a voulu faire... Il y a eu un nombre de perquisitions... énorme, des milliers de perquisitions. Plusieurs milliers de perquisitions chez des individus dont ils savaient très bien qu'ils n'étaient ni radicalisés, ni possiblement terroristes. Mais il fallait faire du chiffre. Il fallait montrer que l'État faisait quelque chose. Il fallait pallier aux critiques sur l'inefficacité de la police, sur l'incapacité de l'État à empêcher des attentats. Donc là encore, on en revient à la question du nombre. Mais c'est aussi que ça fait peur. C'est pour menacer certains individus, pour leur dire on vous a à l'œil, on est là, la police est là. Et je rebondis sur ça, même si ça n'a pas grand-chose à voir, c'est quand même Darmanin qui, pendant qu'on regarde tous la loi sécurité globale, passe ses décrets sur le fichage des militantes et des militants, en tout cas les fichiers qui vont récolter des opinions politiques et syndicales, qui, à mon avis, font exactement la même chose. Le message est le suivant, on vous a à l'œil. Une majorité regarde une minorité. Et en fait, ça produit des formes d'insécurisation mutuelle. On nous incite tout le temps à regarder quelques-uns ou quelques-unes. C'est une menace, ils sont une menace, elles sont une menace. Et en même temps, ces personnes-là se sentent insécurisées par la population, par les regards malveillants, les regards déplacés, parfois les paroles, parfois les insultes, et puis parfois la violence physique. Donc, la population... Qui n'est d'ailleurs pas sans conséquence sur le rapport au corps social. Ce qui n'est pas sans rapport, forcément. Évidemment. Et puis donc, ça nourrit une insécurisation mutuelle. Tout le monde se méfie de tout le monde. Tout le monde se regarde, ou presque. Et tout le monde, en tout cas, tout le monde se méfie de tout le monde. Et tout le monde a peur de l'autre. Et évidemment, ça crée une forme de soumission. L'État, il a plus de prise sur une société qui s'auto-surveille tout le temps. Et dont les membres se méfient sans cesse les uns des autres. Les divisions sont possibles, la méfiance est là, les luttes communes sont compliquées, les résistances affaiblies. Et pendant ce temps-là, l'État, il continue son contrôle sur les populations. En Chine, le crédit social enlève des droits à des millions de personnes. Il y a des millions de personnes qui ne peuvent plus prendre les transports en commun parce qu'ils n'ont pas une bonne note au crédit social. Donc, qui va se cumuler avec la reconnaissance faciale, qui va se cumuler avec la... Parce qu'ils ont des dettes. Oui, parce qu'ils ont des dettes. Parce qu'ils ont eu tel ou tel accident professionnel. C'est ça. Enfin, bon. Oui, c'est des choses qui peuvent arriver. Et en fait, on dit toujours les États-Unis, c'est l'horreur. En termes de surveillance de masse, c'est l'horreur. Les Chinois, c'est l'État totalitaire, l'État autoritaire, c'est la surveillance à tout va, c'est des millions et des millions de caméras de vidéosurveillance, c'est la reconnaissance faciale, c'est le crédit social chinois. Mais en fait, petit à petit, tout ça arrive chez nous. Il faut arrêter de dire que la Chine c'est l'horreur et que les États-Unis c'est l'horreur, parce que nous, on y vient. La reconnaissance faciale commence à être expérimentée en France. Ils vont y venir quand il y a eu la loi sécurité globale, on y reviendra peut-être. Mais quand on parle des images de caméras piétons, des policiers, forcément ça peut être couplé avec
avec de la reconnaissance faciale. Donc oui, moi je pense qu'on arrive progressivement dans des formes de surveillance et horizontale et du bas vers le haut, c'est-à-dire étatiques sur nous, qui vont prendre de plus en plus d'importance et qui menacent très fortement nos libertés. Mais c'est déjà le cas en fait.